Et salut la team Gros Billets, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Comme d'habitude, je suis là, Michel, le cofondateur du club, avec mon acolyte Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Voilà, le Club Invest, c'est quoi? On accompagne en fait des personnes à faire leur premier ou leur deuxième ou leur troisième investissement immobilier. On les prend par la main, on leur dit allez viens avec nous, on va te montrer comment ça se passe. Et puis parfois on fait ça parce qu'il y a des personnes qui sont déjà plus avancées et on va essayer d'optimiser leurs biens et puis essayer de leur donner nos techniques pour qu'ils puissent en acheter d'autres. Euh, Petite parenthèse aujourd'hui avant de commencer dans le vif du sujet, c'est que hier, avec des amis, je jouais à un petit jeu de questions-réponses. Et j'ai gardé la carte parce que ça m'a fait rigoler, et puis parce que j'aime bien ça, une petite carte de jeu. En vrai, il demandait si vrai ou faux, le Scrabble a été commercialisé après le Monopoly. Moi j'adore le Monopoly, hein, c'est un jeu vraiment qui a bercé un peu mon enfance, je pense que Thibaut aussi, si bien qu'on a voulu y jouer en vrai, donc c'est ce qu'on fait régulièrement. On achète, on vend, voilà. Et donc la réponse, c'est vrai, c'est que le Scrabble il a été commercialisé après le Monopoly. En vrai, le Scrabble il a été commercialisé en 1948 alors que le Monopoly l'a été en 1935. Je pensais pas, je me suis planté à cette question d'ailleurs. Je pensais vraiment que le Scrabble ça a été inventé avant, Scrabble ou Scrabble, je sais pas, ça dépend d'où on vient. En tout cas, voilà, donc le Monopoly, c'est connu depuis bien des années. Et donc, voilà, je trouvais que c'était une petite info intéressante à vous partager. Peut-être que elle vous fera démarrer des discussions lors de petites réunions comme on organise de plus en plus souvent avec Thibaut, des petits apéros IMO. Donc voilà, n'hésitez pas à donner ce petit fun fact, en gros. On va enchaîner tout de suite avec le sujet du jour. Ça va être tout ce qui touche aux travaux et plutôt travaux de structure. Voilà. En gros, on achète énormément de biens avec des travaux parce que forcément ils sont plus rentables, donc c'est plus agréable de prendre ce type de bien qu'un bien clé en main où la renta forcément elle va diminuer, on va tomber sur des 4%, tandis que s'il y a des travaux, on peut optimiser ça au maximum. Donc ça devient intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qui est structure. Parce que souvent, quand j'accompagne du monde ou quand on discute, des gens ils disent oui, moi je vais acheter un appart, plein de travaux, et puis en plus j'ai vu il y a des combles, je vais les aménager, je vais surélever ou quoi que ce soit. Et calme-toi Johnny là, parce que en vrai il y a énormément de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à vérifier avant, et puis surtout quand on fait des travaux. Et le but c'est de bien s'entourer parce que ça peut coûter très cher si vous vous plantez. Voilà, ça peut être de la surélévation, ça peut être de l'extension, ça peut être aussi, comme on vient de le dire, l'aménagement des combles. Il y a pas mal de choses à regarder là-dessus. Et aussi la suppression, ça c'est un gros point, suppression ou création de murs porteurs. Voilà. Donc ça on va le voir, d'ailleurs on va le voir tout de suite, hein. Je vais pas faire une grosse intro aujourd'hui, on va le voir tout de suite avec Paul. Paul, c'est un architecte structure, donc il est vraiment bourré de connaissances, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça, on a la chance de l'avoir eu dans la BAO, donc dans la boîte à outils de l'investisseur, et il va nous expliquer un peu tout ça. En gros, on va voir avec lui comment savoir si un mur il est porteur ou pas, hein, parce que juste taper dessus comme ça suffit pas. Ça c'est comme dit Thibaut, je crois dans la vidéo, il dit c'est les vieux trucs de daron, mais au final non, c'est bien plus compliqué que ça. Et puis voilà, ça peut coûter très cher si on se plante, si on pense qu'un mur est pas porteur et on commence à le détruire pour tout ce qui est problème de portance. Aussi, ça va être de savoir, voilà, un mur porteur, on dit que c'est porteur, mais en vrai, ça porte, mais ça porte quoi? Voilà, est-ce que ça porte un plancher? Est-ce que ça porte un autre mur? Est-ce que ça porte un autre plancher qui va porter lui le toit? Enfin voilà, on va regarder tout ça. Il y aura aussi une petite analyse d'un plan d'architecte. Et puis ça va vous permettre un petit peu de voir. Bien sûr, la vidéo est bien plus longue, mais on se retrouve après et puis on en parlera tout de suite. Allez. Ah, j'avais une question, c'était est-ce que c'est obligatoire? Donc on sait que les architectes ils sont obligatoires au bout
c'est d'une certaine surface et aussi quand tu fais Si vous des êtes extensions, en, je pense. Alors déjà, Euh, si vous êtes en SCI et que vous devez faire un permis de construire ou une déclaration préalable, vous êtes obligé de faire appel à un architecte. Par contre, l'ingénierie de structure, pas du tout, il n'y a aucune obligation. ok. C'est juste si vous voulez faire les choses bien, il faut en appeler un, mais il n'y a pas d'obligation légale de prendre un ingénieur de structure. Yes. C'est là 400 qu'on mètres voit carrés, hein, je toujours. crois, hein. On voit Le, toujours. la Ah, le limite, permis de non? construire. C'était pas ça? Ouais, Pour le permis de pour construire. avoir un architecte. Ouais, il y a plusieurs Pour- cas, c'est assez compliqué. Ouais, elle nous avait montré un peu toute la structure, Stéphanie, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, effectivement, ouais, il y a plusieurs cas pour Ouais, avoir en fonction des l'archi. surfaces, si vous êtes une personne morale ou une personne physique, en fonction des surfaces créées par rapport à l'existant, enfin, il y Hmm, a plein de cas divers. c'est ça. La France, c'est beau, il y a plein d'obligations, mais il n'y a pas d'obligation de vérifier que le bâtiment, il tient, il va pas s'écrouler, quoi. Ça, il n'y a pas d'obligation légale, quoi. C'est Par contre, toujours. par contre, si vous faites des gros travaux et que vous voulez vous assurer et que vous voulez prendre une assurance dommage ouvrage, Hmm, c'est ce qu'on conseille beaucoup quand on touche à la structure du bâtiment. Il y a des chances que la dommage ouvrage vous oblige à prendre et un maître d'œuvre et ou un ingénieur structure ok, dans l'étude. Sans quoi ils vous assureront pas. ok, Et il y a des assurances qui existent qui ne le demandent pas, mais elles sont beaucoup plus chères parce qu'elles prennent plus de d'accord. risques. Ok, forcément, comme toujours. Ok, slide suivante, ça te va? Ou Ouais, tu veux dire encore ouais. Non, tac. non, c'est bon. Donc Donc, là, du c'est coup, là, les trois cas concrets ouais, dont on a parlé. ben, Création, euh, suppression. sachant que l'objectif pour les trois, en fait, pour les investisseurs, c'est à peu près la même chose. C'est soit augmenter la surface en diminuant au maximum le montant de travaux, ou soit optimiser le visuel pour qu'on puisse louer plus cher ou vendre plus cher si on fait de l'achat-revente. Exact. Voilà. Alors, Donc, ouverture, suppression d'un mur porteur. Déjà, il faut cogner dedans comme les darons, là, quand tu visites, tu sais. ouais. Ah, ça, Alors, c'est porteur. alors, ça, on peut le faire, en effet, on peut le faire, mais c'est pas la seule chose à faire, parce que si tu fais que ça, tu vas te retrouver avec peut-être des problématiques d'un mur que tu pensais non porteur, mais qui Ouais, finalement... ok. Donc en fait, si tu veux, sur la slide suivante, j'explique un petit peu comment est-ce qu'on fait pour savoir si un mur est porteur ou pas. Alors la première chose à faire, c'est analyser la structure du bâtiment. C'est qu'on prend le plan, on regarde un petit peu euh, si on a un plan de géomètre, on a les épaisseurs de murs qui sont indiquées. Si on a un vieux plan d'architecte de copro, par exemple, souvent les épaisseurs de murs sont assez révélatrices de la réalité. Et en fait, si tu veux, avant, les maçons ou les architectes, ils se prenaient pas trop la tête, ils essayaient d'optimiser au maximum. Souvent, la longueur de plancher la plus courte entre deux murs est la longueur porteuse. Ok. Pas Donc, intéressant. un plan nous aide beaucoup à estimer en fait la propriété porteuse d'un mur ou pas. Quand on a défini que le mur qu'on voulait démolir ou ouvrir était porteur, il faut qu'on fasse une descente de charge. Donc, Est-ce c'est-à-dire que qu'on tu peux, calcule. enfin c'est tout bête, mais est-ce que tu peux juste définir un mur porteur? Enfin, je suppose que tout, tout le monde se doute bien de quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux peut-être juste définir un mur, pourquoi on dit qu'il est porteur? Qu'est-ce qu'il porte exactement? Alors en fait, hein, quand on dit qu'un mur est porteur, c'est qu'il porte soit des ouvrages qui portent une toiture ou un plancher, ou soit des ouvrages qui portent des murs ou des planchers. Ok. Donc En des gros, murs, si tu quoi. veux, Soit ils portent des murs, soit ils portent des planchers ou du toit, quoi. voilà, sur la deuxième image, tu vois, l'image du milieu là, le Hmm. mur qui est en noir, le mur qui est en noir, il porte le plancher qui est au-dessus. Si tu prends par le rez-de-chaussée, mais le premier étage, le mur en noir du premier étage, il porte le mur en noir du deuxième étage, mais aussi les planchers de gauche et de droite du plancher bas du deuxième étage, mais du coup aussi la toiture qui est portée par le mur du troisième. Ok. Ouais, d'accord. Donc voilà, quand on parle d'un mur porteur, en effet, c'est plutôt porteur de plancher et ou de toiture, et ou de mur. Qui ensuite porte par transition le. Voilà, c'est ça.
Donc, Ok. du coup, le boulot de l'ingénieur de structure, c'est de définir quelle est la charge qui arrive sur le mur pour que quand on l'ouvre, on puisse dimensionner le renfort qu'il faut pour reprendre cette charge-là. Ok. Parce qu'un mur, par définition, est un mur linéaire sur plusieurs mètres, à la différence de poteaux. Et les poutres Mhm. sont des éléments de structure qui permettent de franchir un vide entre deux poteaux ou entre deux murs. Et donc, dès le moment où on va ouvrir le mur, eh ben, on va créer un vide et il faut rajouter une poutre. Ok. Et Voilà. donc là, Et c'est quand, là qu'on voit la dimension dimensionner le voilà. renfort. Donc il y a différents types de renforts, c'est ça? Et ça, je l'expliquerai plus tard. Donc, tout le Ok. monde parle de IPN. IPN, c'est un format de poutre métallique. Ok. Il en existe plein d'autres. Ok. Donc là, tu vois, sur la slide suivante, donc, là, je vous ai mis un plan d'archi où on voit un petit peu, donc tu vois, sur la partie gauche, ça fait comme un L en fait. Sur la partie gauche du plan, on a un gros mur au milieu. Et Ouais. euh, euh, en fait, les planchers avant, on avait plusieurs types de planchers, mais globalement, ils portent dans un seul sens. Ils portaient pas sur quatre murs. Ils portaient forcément sur deux murs, Ok. deux murs opposés. Donc ça veut dire que là, en gros, soit on porte sur la façade et le mur à droite, là, à droite du L, Ok. soit on porte sur le Soit pignon et horizontalement, soit verticalement, en fait, c'est ça. exactement, exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, donc là, tu vois, sur le plan, les distances entre les différents murs opposés sont à peu près identiques, Hmm. sauf au milieu de la grande partie du L, où là, on voit qu'on a une cloison qui est assez légère, et que si on portait de gauche à droite, on aurait une portée qui est très grande, et qui serait plus grande que la distance entre la façade et le mur du couloir. Ok. Donc là, on a un peu une petite piste qui nous dit que les planchers pourraient logiquement porter de la façade jusqu'au mur du couloir, et pas du tout sur les murs de gauche et de droite. Ok. L'expérience nous montre par la suite qu'en fait, les murs de gauche et de droite sont souvent des murs qui sont... alors, tu vois là où tu as ton pointeur, là, un petit peu à droite. Donc le mur, voilà, celui-là, là. Ouais. En fait, très souvent, ces murs-là, c'est des murs qui sont composés des différents conduits de cheminée. Ok. Donc en fait, sur les murs d'archi, ils paraissent gros. Et donc, on peut se dire qu'ils sont porteurs, mais souvent, c'est des... enfin, Ils en sont tout cas, creux, en là, fait. ouais, là, tu vois, ça, c'est pas une opération que j'ai faite, moi, mais Hmm. je suis prêt à parier que ce mur-là, c'est un mur où on a des conduits de cheminée. D'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a un espèce de conduit de cheminée qui est dessiné sur la pièce de l'angle, qui est contre ce mur-là. Là? Ah, Ouais, là. Là, ici, là. ouais, là, ici, tu vois, et sur Ouais. le mur du milieu à gauche, là, dans la pièce de l'angle, contre le mur de droite, descends un peu ton pointeur, à Ouais. Ah, gauche. là. Ça? Juste au-dessus, ça c'est la porte. Juste au-dessus, voilà Ouais. ça. Ok, ouais. Ça Ouais, ouais, pour ça, moi, c'est ça. une idée. Donc du coup, le conduit est forcément à l'intérieur du mur et qui monte jusqu'en toiture. Ok. Et un mur porteur, il y a pas de trou dedans. Enfin, ça semble logique, mais... Un mur porteur peut avoir des trous parce que tu vois le mur du couloir, il a plusieurs portes. Et pour Ouais. moi, c'est ce mur-là qui est porteur et du coup, on peut avoir des trous avec des portes. Ok. Mais dans la construction, ils ont réalisé une poutre au-dessus de la porte Ok. qu'on D'accord. appelle, qu'on appelle un linteau. Un linteau, c'est Ok. Oui, un une... linteau, on voit ce que c'est, une ça. fenêtre. C'est en fait, on met les briques, et puis après, tu mets un linteau qui est plus grand, quoi. Exactement. Enfin, ouais. Exactement, c'est une poutre donc, qui est plus ou moins petite en fonction de la largeur de l'ouverture. Donc voilà, le boulot de l'ingénieur, c'est de regarder le plan, de superposer les plans sur les différents étages, parce que peut-être qu'aux étages supérieurs, le mur du couloir n'apparaît pas du tout et on ne voit que les deux murs de gauche et de droite, et dans ce cas-là, euh, c'est différent. Donc il y a ça. Ensuite, on regarde aussi l'année de construction du bâtiment, parce que ça peut nous donner des idées sur comment est-ce qu'ils avaient, enfin, quelle méthodologie de construction ils avaient à l'époque. Par exemple, Ok. dans les années 1900, le béton n'existait pas.
Donc, on avait d'autres types de constructions. Euh, et On quand le on voit a bien des dans doutes, les. Quand on a des immeubles 1900, bah, les planchers, par exemple, ils sont en bois. Il n'y a pas de ouais, on a dalle. des planchers en bois, on a des planchers en métal aussi, avec des remplissages en plâtre. On a plein de types de planchers. Euh, et donc, quand on a des doutes, en tant qu'ingénieur de structure, bah, on n'a pas le choix, on fait faire des sondages destructifs. Ok. On n'est pas obligé de faire un sondage qui traverse le plancher pour aller jusqu'en haut, mais on va casser un petit peu la surface du plancher, on va regarder un petit peu les épaisseurs qu'il y a entre les différentes poutres qu'on va trouver. Et puis après, avec ça, on connaît le poids du plancher, on connaît les épaisseurs, on mesure les épaisseurs de murs, on connaît les différents types de murs, et puis après, on pourra faire la descente de charge. On se retrouve déjà, je vous l'avais dit, Paul, il est bourré de connaissances et c'est super intéressant, on voit énormément de choses. D'ailleurs, la vidéo, elle est encore bien longue, on voit aussi dedans la surélévation, les extensions, les différents types de structures, que ce soit des structures acier, structures bois, voilà, il y a énormément de choses à savoir, c'est vraiment ultra complet comme vidéo et on a la chance de l'avoir sur la BAO. Donc sur la boîte à outils, et franchement, rien que pour toutes les connaissances qu'il va vous donner, ça vaut le coup de s'abonner. Vous pouvez aller sur boîte à billets avec un s.com et vous retrouverez vraiment toutes les vidéos. Vous aurez accès aussi à celles passées. Vous aurez aussi accès aux coordonnées des intervenants. Donc là, Paul, vous pourrez le contacter pour profiter de ses services, pour lui poser des questions. C'est des personnes toujours qui sont ouvertes à la discussion, donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment intéressant. On a eu quelques retours de personnes qui ont pu aller voir des intervenants ou juste discuter avec eux pour récupérer de l'info ou pour partager avec eux parce que c'est souvent aussi des investisseurs. Paul, c'est un investisseur immobilier. Donc, c'est intéressant, allez-y. Vous pouvez aussi nous écrire, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par Insta. Je sais que c'est plus facile pour Insta parce qu'on reçoit pas mal de demandes par Insta. Il y a aussi des nouvelles personnes qui s'inscrivent pour avoir un rendez-vous gratuit avec nous. On en a pas mal cette semaine, donc voilà, ça c'est pour savoir comment ça se passe au niveau du Club Invest. Vous pouvez joindre aussi Thibaut sur grosbillets.com, vous pouvez le joindre sur son Insta Bye Bye Patron ou sur l'Insta du Club Invest. Parfait, Club Invest toujours avec un 1. Et puis voilà, et en tout cas, ça m'a fait plaisir, et puis je vous dis à dans 2 semaines, et n'oubliez pas, pendant ce temps-là, faites des gros billets. Allez, ciao, bye.